Bonjour, alors je suis Thierry Terret, aujourd'hui en poste à Tahiti, en Polynésie française, en tant que vice-recteur, après avoir été délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, pendant toute la première phase de lancement entre 2017, enfin début 2018, au moment où la question d'héritage se posait, jusqu'à l'an dernier. Et avant cela, j'étais recteur dans plusieurs régions académiques, recteur de Rennes, recteur de La Réunion, mais surtout pendant 2 décennies auparavant, j'ai travaillé puis dirigé un important laboratoire de recherche en sciences du sport, le Centre de recherche et d'innovation sur le sport à l'Université Lyon 1, laboratoire pluridisciplinaire dans lequel une centaine de chercheurs, de doctorants de toutes les disciplines travaillaient à analyser le phénomène sportif et la motricité humaine dans toutes ses dimensions. Pour ma part, j'y œuvrais en tant qu'historien du sport, un champ disciplinaire que j'embrasse depuis maintenant un peu plus de 3 décennies, avec des premiers travaux portant essentiellement sur la socio-économie des Jeux Olympiques, avant de m'ouvrir à une réflexion à la fois historique, géopolitique, de genre, sur le phénomène sportif en France et au niveau international. Un ouvrage a été important dans ma carrière, c'est un que sais-je, tout simplement, qui est un condensé en 128 pages de tout ce qu'on connaît a priori sur un thème donné. Et lorsque l'opportunité m'avait été donnée de le rédiger, c'était maintenant il y a une quinzaine d'années, on en est à la septième édition aujourd'hui. Euh, Mon idée, c'était d'offrir à mes étudiants de première, de deuxième année, de troisième année de licence, un outil à la fois extrêmement peu onéreux, et un que sais-je, ça coûte quelques euros, c'est rien du tout, et qui synthétise l'ensemble de mes cours pour qu'ils aient un support. Et donc, c'est ce qui m'avait guidé. Euh, Faire un ouvrage de vulgarisation au sens noble du terme qui condense la douzaine de thèmes sur lesquels je passais 25 à 50 heures selon les années et les cohortes, mais que tout soit rassemblé de façon cohérente et extrêmement lisible parce qu'on sait que les étudiants ont tellement de choses à faire et à lire qu'il faut faire cet effort, nous, formateurs, enseignants, chercheurs, pour condenser les travaux de la les travaux les plus pointus en recherche. La fin du 19e siècle est un temps extrêmement important dans l'histoire du sport. C'est vrai qu'on peut faire remonter l'histoire du sport à des temps antiques, euh, mais précisément la dimension de l'institutionnalisation et de la codification du sport sont des éléments qu'on trouve davantage au 19e siècle et pour la France à la fin du 19e siècle. Que se passe-t-il? On a à ce moment-là une double dynamique. Euh, L'une qui s'inscrit dans le contexte nationaliste, patriotique, issu du conflit avec la Prusse, qui se traduit par la perte d'une partie des territoires français de l'Alsace-Lorraine et qui durcit le regard de la population et des autorités par rapport à l'autre. Et l'autre, en l'occurrence, c'est celui qui habite de l'autre côté du Rhin. Et dans ce contexte, se met en place tout un tas de structures, d'organisations, d'institutions, dont des structures qui engagent la construction de la citoyenneté patriotique par l'éducation corporelle. Et je pense notamment aux sociétés de gymnastique qui préexistaient, mais dont le nombre explose totalement après la défaite de Sedan. Euh, ces, ces organisations répondent à une logique qui est extrêmement patriotique, collective, euh, rien à voir avec la gymnastique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est une discipline sportive. Et dans cet esprit, ces sociétés de gymnastique sont des sortes de micro-sociétés dans lesquelles s'inculque un certain rapport à la citoyenneté française et à la nation. Elle se fédère autour d'un organe national, l'USGF, l'Union des sociétés de gymnastique de France, qui devient, à compter de 1873, la principale fédération, c'est une union, et
les termes ont un sens ici. Une union, c'est pas une fédération, mais finalement, c'est un rassemblement organisé, institutionnalisé. C'est un peu semblable, mais la connotation n'est pas la même. C'est une union qui regroupe assez rapidement dans toutes les régions françaises des dizaines, puis des centaines de structures qui ne sont pas dites associatives. On parle de société, là aussi, les mots ont un sens. Ça, c'est la première dynamique. On la retrouve en force à la fin du 19e siècle. Et puis, il y a une deuxième dynamique qui est très différente, beaucoup moins populaire, plus élitiste, plus bourgeoise, qui est issue de l'empathie des lycéens et jeunes étudiants pour les performances de la Grande-Bretagne. Performances militaires, performances coloniales, performances commerciales, performances culturelles aussi, avec quelque chose qui se pratique depuis déjà un demi-siècle en Grande-Bretagne, le sport. Ces sports qu'on qualifie d'anglais trouvent écho dans cette population de jeunes adultes bourgeois, souvent parisiens, à la fin des années 70, au tout début des années 80, et notamment à Paris, où on a deux structures importantes, deux clubs qui rassemblent cette population lycéenne et étudiante, que sont en 1882 le Racing Club de France, dont on vient de célébrer les 140 ans il y a peu, et puis le Stade français l'année suivante. Et ces deux structures associatives sont les deux piliers sur lesquels va pousser le système fédéral sportif en France, puisque les responsables de ces deux clubs, là on parle de clubs, pas de sociétés, fondent en 1887 l'Union des sociétés françaises de course à pied, très vite élargie à l'ensemble du spectre des sports anglais, football, rugby, etc., etc., ce qui devient 2 ans plus tard l'Union des sociétés françaises de sports athlétiques, l'USFSA, qui va dominer le paysage associatif fédéral français en matière de sport pendant un demi-siècle. Et on a donc deux structures qui, l'USGF et l'USFSA, qui euh, organisent les deux grands types d'activités corporelles avant 1900. Elles sont évidemment en concurrence, par les mêmes publics, pas les mêmes pratiques, pas les mêmes objectifs, pas le même rapport à l'autre, pas le même rapport à la nation. Il y a aussi des points communs, mais ça, c'est une des caractéristiques qu'on trouve en France, qu'on retrouve en partie dans d'autres nations de l'Europe de l'Ouest, mais qui distinguent la France de ce qu'on trouve aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou en Australie, par exemple. Alors, on est au tournant du siècle et un petit peu avant 1900, et les choses s'organisent aussi un petit peu après, euh, et s'articulent avec ce que je viens de dire. Parce que euh, l'un des membres les plus actifs de cette jeune USFSA, euh, c'est un certain Pierre de Coubertin. Mais Pierre de Coubertin est aussi en concurrence interne avec d'autres acteurs extrêmement offensifs dans la structuration du champ sportif français. Il décide de quitter assez rapidement cette structure pour se lancer dans une aventure à la fois plus personnelle, mais avec une ambition universaliste. Son idée, parce que lui aussi est conquis par l'exemple britannique, son idée donc, c'est de favoriser l'implantation du sport dans le système éducatif français, moins d'ailleurs l'école élémentaire que le lycée et l'université. Un peu sur le modèle américain et sur le modèle britannique. Euh, pour ce faire, il faut des exemples, il faut une émulation. Et son idée, c'est donc d'organiser une compétition universelle, mondiale, qui permettrait au tout meilleur d'être visible et d'aspirer d'une certaine manière le plus de pratiquants possible, de forcer, c'est même son terme, de forcer les portes de l'école, parce que la visibilité de ces champions, de ces super performeurs, sera telle que l'école ne pourra plus les ignorer. C'est l'idée princeps de l'olympisme. Il s'appuie évidemment sur sa connaissance et son goût pour l'Antiquité, et on a là une forme de tradition réinventée, mais les filiations entre les Jeux d'Olympie de l'Antiquité et les Jeux olympiques modernes sont assez artificielles, en fait. C'est Coubertin qui les
qui les réinvente. Euh, et donc, il provoque d'abord une première réunion des principaux dirigeants internationaux, qui est un échec, avant de se donner davantage de chances pour restaurer, dit-il, les Jeux antiques sous la forme de Jeux olympiques. Il le fait en 1892 dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. 2000 personnes sont présentes, disent les textes. En réalité, il y a énormément d'élèves. Mais il y a aussi, et c'est important, des représentants des principaux clubs et des principales fédérations du monde entier. Il y a des artistes, il y a des scientifiques, il y a des politiques. Il a bien préparé les choses suite à son premier échec et est fondé à cette occasion le Comité international olympique, en même temps qu'est décidé l'organisation des premiers Jeux olympiques de l'ère moderne. Pierre de Coubertin les voulait à Paris. Là, il doit accepter que ce sera que dans un second temps, en 1900, les premiers Jeux de l'ère moderne ayant lieu à Athènes en 1896. L'olympisme lui-même ne va pas en rester là. Le CIO va s'organiser, va grossir, va se doter d'une charte de rituels. Tout cela va être mis en place entre, globalement, les Jeux de Paris de 1900 et le début de l'entre-deux-guerres, tous les rites que l'on connaît jusqu'à la flamme, même jusqu'en 1936. Hein. En gros, il faudra plus d'une trentaine d'années pour que l'ensemble des rituels, des codes et des organisations, avec le comité exécutif au début des années 20, soient mis en place dans un format qui est finalement assez inchangé quand on compare l'organisation du CIO aujourd'hui et celle du début du siècle. Le paysage institutionnel organisé autour de la gymnastique, l'USGF d'un côté, le sport, l'USFSA de l'autre, est en vérité un peu plus complexe que cela. Juste avant la guerre, en effet, ces deux grandes organisations sont concurrencées, d'une part par euh, des structures polyvalentes, omnisports, qui ne se reconnaissent pas dans l'esprit, par exemple, de l'USFSA, qui est très porté sur l'amateurisme. Donc, on a des organisations, des fédérations professionnelles, et d'autre part, sur le caractère un peu trop élitiste et bourgeois de cette USFSA. Donc, existe en réalité soit des structures omnisports, soit des structures plus spécialisées, je pense au cyclisme, je pense à l'alpinisme, avec des fédérations qui sont propres à ces disciplines, qui fait que le paysage est bien plus fragmenté qu'il n'y paraît, et je pense aussi à toutes les relations entre la religion et les fédérations sportives qui débouchent sur une organisation très forte, la Fédération gymnastique et sportive des patronages de France, qui devient, à la veille de la Grande Guerre, quasiment aussi puissante en effectif que l'USFSA et que l'USGF. On a en gros 3 organisations à 150 000 personnes. Voilà. Et ça, c'est le nombre de pratiquants, en gros, en France, un demi-million de personnes en 1914, avec l'essentiel organisé sur ces 3 grandes fédérations. La Grande Guerre redistribue les cartes. D'une part, l'USGF, organisé autour de ce sentiment patriotique, euh, ne résiste pas à la fin de la guerre. Le sentiment patriotique devient tout autre lorsque la guerre est terminée. Les tensions qui avaient traversé la France depuis Sedan euh, s'effritent et l'USGF n'y résiste pas. Elle rentre dans le moule de la réorganisation du monde sportif. D'autre part, l'USFSA, challengé d'une certaine manière par les fédérations des patronages de France et par l'ensemble des autres fédérations plus modestes, elle aussi ne résiste pas à ce vent de restructuration qui touche tous les domaines de la société après 1918. Dans ce contexte, l'USFSA éclate en une multitude de fédérations françaises de athlétisme, natation,
etc., etc., dans une réorganisation qui va s'étaler sur une quinzaine d'années, à vrai dire. Euh, Certaines fédérations abritant des disciplines, par exemple la Fédération française d'athlétisme, qui va intégrer pendant un temps le basket avant que la Fédération française de basket prenne son autonomie, son indépendance. Donc on observe une réorganisation qui commence en gros en 1917 et qui s'achève au mi-temps des années 30, avec la création d'une première vague de fédérations sportives qui existent toujours aujourd'hui et qui sont même au cœur du système fédéral français. C'est une réorganisation importante. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, l'entre-deux-guerres et le début de l'entre-deux-guerres euh, est marqué par une envie de vivre, de vivre des Français après les 4 années noires qu'ils ont subies. Cette envie de vivre, elle se traduit par euh, de nouvelles pratiques, de nouveaux spectacles. Et il y a un intérêt pour le sport qui existait avant, mais qui était plus modeste, même si le Tour de France depuis 1903 alimentait les passions, même si les médias, depuis même les années 1870-1880, portaient déjà un certain nombre d'événements. Mais dans les années 20, la presse sportive devient économiquement, culturellement extrêmement importante. La radio progressivement va l'accompagner. Euh, et le nombre de spectateurs explose en même temps que le nombre de pratiquants augmente de façon significative. Il faut pour cela de nouveaux espaces. Ces nouveaux espaces, ce sont des stades. Il y avait déjà des vélodromes, des piscines, mais très peu de stades en France. Très peu de stades. Le premier, c'est à Gerland, 1913, mais on l'inaugure en 1918. Vous voyez, on est dans ces années-là. L'entre-deux-guerres, c'est le moment où se construisent de très nombreux stades pour cette rencontre entre un nouveau public de spectateurs et des pratiquants de plus en plus nombreux, avec quelques événements extrêmement importants. Les Jeux Olympiques en 1924, la Coupe du Monde en France également de foot en 1938. Et avec des communes, ici et là, des grandes communes particulièrement mobilisées sur cette question, apparaît en France un réseau de grands espaces sportifs un peu renouvelés. Ce ne sont plus simplement des gymnases ou des petites piscines ou des vélodromes. Ce sont des stades, des grands stades. Ça, c'est également une nouveauté. Donc, on a, vous voyez, en 2 décennies, un ensemble de faisceaux de transformation institutionnelle, de pratiques, de médias, d'espaces qui font de cette période un temps particulièrement important, surtout si on y ajoute que l'explosion du phénomène sportif euh, suscite des envies d'utiliser le sport, de l'instrumentaliser parfois à des fins politiques, à des fins éducatives, à des fins religieuses, encore plus que ça ne l'était le cas avant la Grande Guerre. C'est politiquement, symboliquement un temps décisif, mais c'est un temps très court. En populaire, c'est juin 36 à juin 37. Temps très court, pendant lequel des choses peuvent être arrêtées, actées. Ont-elles le temps, ces mesures, ces lois, de produire des effets? Là, c'est beaucoup plus discutable. Euh, la politique du Front populaire se développe dans plusieurs directions. D'abord, donner du temps à la population française, donc 2 semaines de congés payés, les 40 heures hebdomadaires, les billets de train à coût réduit, et puis le développement des pratiques, notamment de plein air. Euh, il y a aussi l'ambition de stimuler le sport pour tous, de démocratiser l'activité sportive. On pense notamment à la mise en place du brevet sportif populaire, qui est un outil d'accompagnement. Ça relève des politiques publiques pour accompagner, stimuler la pratique sportive de tous. Et puis, il y a cette ambition aussi d'accompagner le mouvement de construction des équipements sportifs avec des propositions faites aux communes en France de financer ou de cofinancer des projets.
Alors, ça se met sur ce point-là assez vite en place. 6 000 projets de financement sont par exemple déposés par des communes auprès du gouvernement, qui n'en retient que 253 à la fin de l'année 1936. Enfin, dans ces 253 projets, il y a quand même 62 stades. Euh, Même aujourd'hui, imaginez que voilà, arrive sur la table du ministère des Sports 62 projets de construction de stades, c'est quand même considérable. Le budget est significatif, mais il n'est pas non plus énorme. L'Europe et la France en particulier sortent à peine de la grande crise. C'est un budget de 25 millions de francs. Et donc, il est insuffisant. Il est insuffisant par rapport à l'ensemble des demandes. Mais on voit qu'il y a une demande. On sent bien que la France est prête à basculer, à accélérer encore cette démocratisation du sport. Le Front populaire voudrait l'accompagner, mais il n'a pas le temps, en réalité, de le faire. Alors, il y a des mesures qui favorisent donc en partie non pas les grands événements, construction d'un grand stade, c'était demandé aussi, mais plutôt des petites structures pour diffuser davantage la pratique du sport. Hein. Léo Lagrange refuse qu'un grand stade de 100 000 places soit construit à Paris. Il vaut mieux construire 5 petits stades qu'un grand. Voilà. Et puis, il y a cette idée que le sport doit servir une cause encore plus noble que le sport lui-même, c'est la santé. C'est la santé. Donc, on trouve derrière les mesures des justificatifs, des arguments politiques qui articulent euh, politique sportive et développement sanitaire de la jeunesse et des jeunes adultes. Mais quand on fait le bilan, euh, il est assez faible. Il y a eu le brevet sportif populaire en mars 1937. Il y a eu cette action de financement, mais qui est restée finalement modeste par rapport au bilan. Sur une année, les évolutions, les dynamiques des effectifs n'ont pas le temps d'être transformés. On est sur une courbe ascendante, mais il n'y a pas de rupture complète. Euh, donc finalement, beaucoup de symboles, mais peu de transformation. En revanche, ces symboles et ces premières mesures arrêtées, paradoxalement, produiront des effets dans une période qui, sur le plan politique, est aux antipodes du Front populaire, puisque sous Vichy, euh, certaines des mesures seront poursuivies avec des formulations, des termes qui sont évidemment différents, mais dont l'esprit n'est paradoxalement pas si éloigné que cela. Et donc un certain nombre de propositions du Front populaire se retrouveront en réalité mises en œuvre 3 à 4 ans plus tard dans un contexte qui est totalement différent. Il ne faudrait pas réduire au contexte de la période de Vichy cette relation forte entre le sport, rendu visible par le spectacle sportif, et le politique. L'articulation entre sport et politique, elle est de tout temps, y compris d'ailleurs chez les Grecs, dans l'Antiquité. Mais à l'avènement des sports modernes, même si les réseaux privés sont plus déterminants que les réseaux publics, le lien sport et politique existe déjà. Il n'y a pas eu de Jeux olympiques dès 1896 où la question des nationalismes, des relations internationales ne traverse l'organisation de l'événement. Il y a toujours eu cette articulation. Et dans l'entre-deux-guerres même, donc avant la période dont on parle, les Jeux de Berlin de 36 sont un merveilleux exemple d'instrumentalisation au service de la politique du Führer, qui s'appuie sur la réussite des sportifs allemands, de l'organisation et de la propagande pour indirectement conforter sa prise de pouvoir sur le monde, prise de pouvoir qui deviendra militaire 3 ans et demi plus tard, mais qui commence par une prise de pouvoir culturelle à travers le spectacle sportif. Donc cette relation, elle est forte. Sous Vichy,
on la retrouve avec cette idée que le sport doit servir la nation, mais c'était déjà présent d'une certaine manière hein, depuis un demi-siècle, que le sport doit servir la nation et qu'il faut donc, à travers les instruments qui appartiennent à l'État, l'école, l'armée, que le sport se diffuse et devienne un outil de construction du citoyen que l'on veut. Et cet endoctrinement, on l'a connu dans l'Italie fasciste, on l'a connu dans l'Allemagne hitlérienne, eh bien, on la retrouve dans la France de Vichy, avec la mise en place d'un nouvel organigramme, d'un nouvel espace politique et de mesures qui se durciront encore plus à partir de 1943, en accompagnement des lois antisémites, mais qui dès 1940-1941, lorsque Jean Borotra, le champion de tennis, est installé comme haut commissaire, se traduit par des actes forts qui vont de la réorganisation de l'éducation physique à l'école, sous la forme de l'éducation générale et sportive, des modalités qui diffèrent, jusqu'à l'imposition d'un discours de serment des athlètes lorsqu'ils représentent le pays, en passant par l'interdiction du sport professionnel censé dévoyer la morale du sport qui doit respecter un certain idéal. Et puis, ces mesures se déploieront dans un spectre encore plus nauséabond avec l'interdiction, la marginalisation puis l'interdiction des pratiquants de confession juive. Euh, tout cela porté par une sorte de culte de l'idéal, d'un nouvel idéal citoyen qui est celui de la race française, hein, tout le discours raciste et racial de l'époque. Euh, mais un peu comme, comme sous le Front populaire, avec des déclinaisons réelles sur le terrain qui ne sont pas aussi importantes qu'on pourrait l'imaginer. Et là où l'État français voulait contrôler, voulait imposer, on se rend compte en analysant les archives des clubs, par exemple, que ça se passait pas comme Vichy l'aurait voulu. Et pour prendre un exemple un peu extrême, des réseaux de résistance ont utilisé des clubs, des structures sportives pour, enfin, comme relais et comme outil de résistance à l'ennemi. Hein, donc, bon, on n'est pas sur quelque chose de mécanique, de descendant, de strictement vertical. Le milieu sportif est beaucoup plus résilient que ce qu'on imagine, et voire même peut prendre le contre-pied des politiques d'État. Alors, il y a effectivement une tentative de mise sous tutelle du sport, et en particulier au niveau national, au niveau des fédérations. Parce que le cadre législatif s'impose et au niveau fédéral, on peut difficilement y résister. Par contre, quand on descend dans des strates inférieures et en allant jusqu'à la cellule de base qu'est le club, alors les choses sont beaucoup moins fortes. Mais oui, il y a une mise sous tutelle. Les responsables du Comité national des sports sont par exemple nommés par l'État, ils sont imposés, hein, donc les présidents. Les fédérations affinitaires omnisports, on pense à l'UFOLEP, on pense à la FSGT, sont dissoutes. Seule la fédération catholique, issue de la, la, la fédération des patronages que j'évoquais tout à l'heure, peut demeurer. Donc on a bien au niveau fédéral des éléments qui relèvent de la coercition, du contrôle. Dernier exemple, je parlais du sport professionnel qui est théoriquement interdit, et comme le rugby, le jeu à 13 est professionnel, il s'est séparé du rugby à 15 justement pour cela, hein, parce qu'on distingue bien l'amateurisme, amateurisme marron et professionnalisme.
eh bien, la fédération de jeu à 13 est dissoute, ses biens sont spoliés, donnés à la fédération de rugby à 15. Donc, on a bien une mise sous tutelle ici, au niveau fédéral, absolument. En 1945, l'esprit est à l'abandon de toutes les mesures les plus essentielles prises par Vichy. En matière de politique sportive, Vichy avait imposé une charte, la charte du sport, qui était l'outil de mise sous tutelle, pour reprendre vos termes. Donc en 1945, la, la charte du sport est abandonnée en tant que telle, mais c'est ça qui est intéressant, euh, une partie de l'esprit de cette charte demeure à travers euh, un nouveau texte qui est l'ordonnance du 28 août 1945. Euh, et pourquoi c'est intéressant? Parce que cette ordonnance, elle permet de conserver, d'une certaine manière, la mainmise de l'État sur le mouvement sportif, au moins au niveau fédéral. Encore une fois, le niveau de la cellule associative est beaucoup moins sous tutelle, d'une certaine manière. Cette ordonnance de 1945, euh, elle est assez habile dans sa rédaction parce que elle assujettit le financement, la contribution de l'État au financement des fédérations, au respect d'un certain nombre de principes moraux, de principes d'éthique, de principes d'équilibre budgétaire. Donc c'est une manière euh, de d'équilibrer, on peut dire, ou de partager les compétences, euh, de dire d'une certaine façon que oui, vous, monde sportif, vous êtes totalement autonome, indépendant pour gérer vos affaires, mais vous devez le faire dans un cadre qui est celui que l'État, la puissance publique définit. Et si vous acceptez ce cadre, alors vous pouvez bénéficier de moyens. Euh, donc on a ici la mise en place d'un système qui est très original dans le monde, puisque souvent en dehors de la France, on a deux grandes organisations, soit le mouvement sportif relève complètement du système privé, soit il est totalement étatisé. Et là, en France, en 1945, l'ordonnance crée une sorte d'équilibre où les fédérations doivent rendre des comptes pour pouvoir bénéficier de moyens qui leur permettent de se développer. Et ce principe-là, mis en place dans l'ordonnance de 1945, traverse les 70 ans qui suivent, quasiment jusqu'à nos jours, même si la question des moyens évolue, même si le type euh, de principe à respecter peut également s'infléchir au regard des conjonctures, même si on peut ajouter telle ou telle chose. Et en particulier, dans les années 60, l'État va être beaucoup plus euh, offensif sur ce qu'il impose aux fédérations. Mais tous ces principes-là sont posés en 1945 d'une certaine manière sur un modèle qui n'était pas très éloigné de celui de la charte des sports mise en place sous Vichy. Concrètement, sur la quatrième République, les réalisations sont modestes parce que c'est une période difficile sur le plan économique et ce que les gouvernements successifs, hein, on connaît le rythme de création de nouveaux gouvernements, donc les gouvernements successifs sont en difficulté pour financer ce qu'ils souhaiteraient faire en termes de politique sportive. Mais là aussi, des éléments sont arrêtés, actés, des normes, par exemple, pour les équipements, sont mises en place. À défaut de pouvoir payer les équipements, eh bien, on structure leur futur développement. C'est une rupture, en tout cas, c'est un prétexte.
c'est le prétexte que le général de Gaulle attendait, en fait, pour faire avec les politiques sportives ce qu'il faisait dans l'ensemble des politiques qu'il mettait en place, à savoir euh, augmenter le contrôle de l'État pour euh, faire du sport, en l'occurrence, simultanément un outil de développement des masses, de l'ensemble des Français, et un moyen de rayonnement du pays, de son chef, et de ses caractéristiques sociales, économiques et culturelles. Euh, le prétexte, c'est la médiocre performance de l'équipe de France aux Jeux Olympiques d'été de Rome. À vrai dire, les performances françaises dans les Jeux antérieurs n'avaient pas été beaucoup bien meilleures, mais les Jeux de Rome, euh, à un moment où la guerre froide accentue la visibilité des performances sportives, fait que De Gaulle ne peut plus rester, ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe, parce que le sport, visiblement, il le réalise, ce n'est pas que du sport, c'est de la politique intérieure et de la politique extérieure, des relations internationales. Et il prend, ou il autorise son nouveau haut commissaire, Maurice Herzog, alpiniste de réputation mondiale, euh, de mettre en place les conditions d'un rebond. C'est en cela qu'on peut parler de rupture. Parce que, non pas que sous la quatrième République, on n'ait pas eu l'ambition de le faire, mais il n'y avait pas les moyens. Alors que De Gaulle, à partir de 1960, donne carte blanche à Herzog pour dynamiser les politiques sportives en France, mais avec des moyens très substantiels qu'on n'avait jamais connus jusqu'ici. Et ça se traduit par toute une vague de mesures sur le plan de la place du sport à l'école, sur le contrôle des fédérations, sur le financement des équipements avec les fameuses lois programmes qui accompagnent le développement d'installations d'une manière qu'on n'avait jamais connue en France. Absolument jamais. La plupart des installations sportives depuis 3 siècles, depuis trois quarts de siècle, pardon, l'avaient été à l'initiative des communes. Avec les lois programmes, ce sont des centaines, des milliers d'installations sportives, stades, gymnases, terrains de sport, piscines, qui voient le jour en une dizaine d'années et qui permettent à la France de quasiment rattraper une grande partie de son retard sur la plupart des autres pays européens. On a reperdu depuis, mais sur cette conjoncture-là, en effet, la puissance publique remet la France au niveau. Ça se traduit aussi par des mesures sur le sport de haut niveau, puisque l'idée était de faire rayonner la France avec une structuration qu'on n'avait pas connue jusqu'ici, même si l'équipe de France bénéficiait de moyens intéressants. Mais là, ce sont des entraîneurs, ce sont des DTN, des directeurs techniques nationaux, qui sont créés. Ce sont des mesures d'accompagnement du sportif de haut niveau, des structures qui sont elles-mêmes favorisées, financées à l'Institut national des sports, qui préexiste depuis 25 ans, mais qui bénéficie de davantage. C'est une préparation olympique qui désormais bénéficie de moyens qu'elle n'avait jamais connus jusqu'ici, en vue, bien sûr, des Jeux d'été, mais aussi des Jeux d'hiver, puisque la France organise les Jeux olympiques d'hiver en 1968 à Grenoble. C'est décidé au début des années 60. La France les avait déjà eus en 1924, mais c'était sans commune mesure sur le plan des ambitions et des enjeux économiques. Là, la France ne peut pas se rater. Hein. Donc, vraiment, ces années 60 constituent en ce sens une rupture parce que la prise de conscience des pouvoirs politiques sur les enjeux politiques, économiques et culturels du sport sont tels que on ne peut pas faire décrocher la France sportive des autres volets de la politique du général de Gaulle. Euh,
on ne croit lire que de la rupture, là où il y a à la fois de la rupture et de la continuité. Alors, la rupture, c'est en effet le prétexte d'une série de noyades pour communiquer sur le plan politique sur l'importance de construire des piscines pour favoriser l'apprentissage de la natation. C'est le fameux plan 1000 piscines lancé en mai 1969 par le secrétaire d'État Joseph Comity. La continuité, c'est que cette préoccupation, elle date de la fin du 19e siècle, sans s'être traduite forcément par la construction de piscines, mais quand on lit les débats parlementaires, les débats des conseils municipaux des grandes villes, cette question est déjà présente. Elle traverse ensuite tout le XXe siècle. Continuité aussi parce que le lancement de l'opération 1000 piscines en 69, c'est pas Comity qui l'a eu. C'est un ingénieur qui travaille à ses côtés, qui est un polytechnicien, qui s'appelle Monsieur Grosborn. Et Monsieur Grosborn, j'ai eu la chance de l'interviewer il y a une vingtaine d'années. Quand il est sorti de l'X, euh, c'était sous Vichy. Et il a travaillé au ministère, enfin, aux côtés de Borotra, à penser déjà le développement d'espaces nautiques pour la pratique du plus grand nombre. Et c'est lui qui a été un peu en amont de tout un tas de normes appliquées aux piscines, normes d'hygiène, hein, les pataugeoires. Voilà. Et dans ces années 60, il est à une place, dans une fonction qui lui permet de conseiller davantage les décideurs politiques. Et c'est lui qui est derrière ce concours 1000 piscines destiné à favoriser la réalisation d'établissements de natation adaptés à des possibilités financières plus ou moins modestes des communes. Donc il n'y a pas tant euh, de contributions financières de l'État pour aider les communes, en l'occurrence, dans ce concours, que l'idée de mettre en concurrence des constructeurs pour trouver les innovations les plus intéressantes du point de vue de l'apprentissage de la natation et de l'économie ou des possibilités économiques, financières, budgétaires des communes. Ça se traduit par l'avènement de piscines qu'on connaît, les piscines tournesol notamment, qui essaiment dans l'ensemble du pays, piscines qui auront un vrai rôle hein, pendant une dizaine d'années pour favoriser l'apprentissage de la natation parce qu'elles ont été pensées pour cela. Dans le cahier des charges, c'était précisément indiqué. Alors, ça se fait avec là aussi un cahier des charges qui impose des frais ou des dépenses moindres, au détriment, sans doute, il faut le reconnaître, de la qualité parfois. Et on sait que ces piscines ont un coût de fonctionnement assez disproportionné par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais ne faisons pas d'anachronisme non plus. Il n'empêche que avec des dizaines, voire des centaines de piscines, tournesols, canotons et autres, eh bien la France se dote d'un réseau d'installations nautiques qui a véritablement favorisé l'apprentissage de la natation dans l'espace français pendant cette décennie. Je parle d'une décennie parce que dans les années 80, bien sûr, ces piscines ont continué, mais beaucoup ont dû faire l'objet de rénovations, voire parfois ont dû être abandonnées parce que les coûts de rénovation étaient trop importants. On est ensuite rentré dans un autre schéma. Mais oui, il y a de la rupture, mais on voit qu'il y a de la continuité chez les hommes. Je pense à l'ingénieur Grosborn. Il y a de la continuité dans les idées, puisque depuis un siècle avant cela, on était déjà sur cette idée qu'il fallait que la puissance publique aide à la mise en place d'un réseau d'installations nautiques. Revenons un peu en arrière. L'ordonnance de 1945, je vous l'ai dit, a organisé une forme de relation assez inédite entre l'État et le mouvement sportif. Cette
relation a évolué au fil des textes de loi, avec un moment fort qui est la loi Mazeaud de 1975. Mais avec l'arrivée de la gauche mitterrandienne au pouvoir en 1981, se joue quelque chose qui vient percuter tout cela, que sont les mesures de décentralisation. Il y a eu 3 vagues de décentralisation. Et ces mesures, elles sont très importantes pour le mouvement sportif, puisqu'elles consistent à déléguer à la puissance politique des communes, départements ou régions un certain nombre de volets qui, autrefois, relevaient pour l'essentiel de l'État. Dans cette réorganisation, qui prendra du temps, hein, c'est pas simplement voilà, un texte qui paraît, mais dans les mentalités, autant que dans les budgets, ça prendra du temps. Donc, dans cette réorganisation, euh, la construction des espaces sportifs redevient une affaire des collectivités. Euh, la question du développement du sport, d'une partie du sport, revient dans le giron des collectivités, en lien avec le mouvement sportif. Donc, ce nouveau paysage rend le système beaucoup plus complexe, parfois même peu lisible, parce que le mouvement sportif a une certaine autonomie. Il y a les fédérations et toutes leurs déclinaisons régionales, départementales, locales. Les collectivités sont elles-mêmes organisées en plusieurs étages et le régalien demeure pour tout ce qui relève de la réglementation, des normes et puis de la représentation nationale des équipes de France. Donc on a un schéma qui devient moins lisible, plus complexe, mais qui néanmoins s'est traduit par une densification inégale, irrégulière selon les territoires, mais une densification des espaces sportifs en France. De ce point de vue, je ne parlerai pas d'effets néfastes. Il y a une restructuration du paysage, indubitablement, qui a créé des espaces de désert d'équipement, ici et là dans le pays, et au contraire, des territoires surdotés dans d'autres lieux du pays, en fonction des choix politiques des collectivités. Euh, Aujourd'hui, cette question a été jugée suffisamment préoccupante, hein, ces différents équilibres, pour que depuis maintenant quelques années, soit installé un nouvel organigramme avec un nouveau-né qui s'appelle l'Agence nationale du sport. L'Agence nationale du sport, c'est une instance nationale, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est constituée des différentes parties prenantes, l'État, le mouvement sportif, les collectivités et les partenaires économiques, qui jouent un rôle également dans cela. Donc ce jeu à quatre n'avait jamais été organisé d'une manière aussi formelle, structurée. Ça, c'est nouveau. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'Agence nationale du sport est elle-même déclinée en conférences régionales avec la même organisation. On retrouve les collectivités au niveau régional, les représentants de l'État, le mouvement sportif en région et les partenaires, les principaux partenaires régionaux. Agence qui a des moyens, qui peut solliciter également des ressources propres et qui devrait devenir, parce que c'est en cours, hein, qui devrait devenir un peu le bras armé des politiques publiques sportives en France, renouvelées avec, enfin, c'est l'esprit, hein, un nouvel équilibre entre le régalien et le travail des collectivités.
On peut difficilement parler de désengagement. Il y a en revanche une réorientation euh, des, des actions et des objectifs des pouvoirs publics centraux euh, sur fond de cette décentralisation dont nous parlions il y a un instant. Pour le dire de façon un peu schématique, sur ces 20 dernières années, les mesures prises, les instances nouvellement installées montrent que l'État souhaite toujours davantage s'orienter vers ce qui relève de la représentation nationale, de la norme, des conditions dans lesquelles des financements lourds peuvent être apportés et d'un encadrement de logique de partenariat. Il n'y a plus de financement à 100% de tel ou tel équipement, par exemple. Ce régalien porte aussi sur les questions de ressources humaines. Euh, quand on parle de normes, c'est aussi le choix de certification, de diplômes, de formation, euh, formation d'État, hein, pour garantir à la fois un niveau de compétence et un niveau de reconnaissance en lien et en rapport étroit avec le code du travail, autant qu'avec le code du sport. Euh, donc, c'est pas un désinvestissement, c'est la reconnaissance que le sport, c'est une affaire qui engage aussi et peut-être surtout les collectivités et le mouvement sportif, autrement dit un autre niveau de puissance publique et le privé. Donc l'État euh, décide de prioriser ses actions, ses ambitions, en se recentrant sur le régalien, sans abandonner les autres niveaux, mais en les articulant avec le régalien. Voilà. Donc c'est pas un désengagement, c'est un repositionnement qui est pas toujours lisible, hein, pour ceux qui ne sont pas au cœur de la machine, mais c'est un repositionnement des grands acteurs dans un monde sportif qui est éminemment complexe parce qu'il est de plus en plus traversé non seulement par des enjeux politiques, mais par des enjeux économiques et médiatiques. Il y a quelques exceptions, le Stade de France, mais même là, les consortiums qui sont mis en place sont toujours euh, publics-privés et avec une place déterminante des collectivités et non pas de l'État. Si on regarde la plupart des nouvelles installations construites aujourd'hui, elles font le pari euh, de euh, la visibilité sportive et du développement du loisir sportif. Alors, euh, certaines communes sont complètement d'un côté, parfois elles sont complètement de l'autre, et parfois elles essayent de créer euh, ou de s'appuyer sur de l'innovation mixte du point de vue sportif avec des structures qui articulent à la fois euh, un, le respect des normes sportives permettant la compétition et la pratique de tous à des fins de loisirs ou d'éducation. On le voit dans des structures nautiques où on a à la fois un bassin de 50 mètres qui répond aux normes de la Fédération internationale et à côté des espaces de loisirs aquatiques sur le même macro-espace. C'est le premier point. Second point, tout cela se fait non plus en général au niveau de l'État, mais même s'il y a contribution de l'État, ce sont des décisions qui relèvent plutôt des collectivités, que ce soit les communes, de plus en plus de l'intercommunalité, parce que des communes modestes n'y arrivent pas, ou des départements et surtout des régions. Dans les grands espaces de loisirs, par exemple, ce sont souvent des décisions qui engagent très largement les régions. Mais tout ça se fait, et c'est le troisième point, également depuis 20 ans de plus en plus avec la puissance privée. Et on observe dans les dernières constructions énormément de, euh, de conventions, quelle qu'en soit la forme, hein, sur le plan économique, publiques, privées, avec des garanties de rentabilité dont on peut discuter les fondements, mais dont on voit bien que
chacun dans son coin n'y arrive pas, n'y arrive plus. Euh, Quand tel grand club de Ligue 1 en foot décide de créer, de construire son propre stade, je pense à l'OL, euh, c'est l'initiative privée qui s'appuie sur des partenaires, des sponsors et autres. Ça ne peut pas se faire sans la ville de Lyon, ça ne peut pas se faire sans les communes qui sont concernées, ça ne peut pas se faire sans la région. Euh, En l'occurrence, l'État ici n'a pas grand-chose à dire. Ça se passe très très loin de Paris. Donc voilà ce qui a changé. Beaucoup d'espace, mais des décideurs qui ne sont pas uniques, mais qui dans tous les cas sont placés en proximité de ces espaces. Les politiques publiques locales font de cette question un sujet central. Le sport est invité dans les politiques de la ville à conforter le vivre ensemble, la cohésion, le respect de l'autre, euh, avec même de plus en plus cette ambition de faire de l'expérience sportive un tremplin pour l'insertion professionnelle. Donc incontestablement, la place du sport au corps des politiques de la ville est aujourd'hui renforcée. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Les formes sont complètement nouvelles, mais depuis déjà un peu l'entre-deux-guerres, euh, les années 60, euh, on trouve ce type de réflexion. Mais il est vrai que depuis la fin du XXe siècle, depuis les années 80, la question des politiques sportives locales fait de l'animation sportive et du rôle du sport dans la ville un enjeu absolument déterminant. Cela se traduit par euh, des espaces qui qui font l'objet d'arbitrages un peu nouveaux, la construction par exemple d'espaces sportifs dans la cité euh, permettant une très grande flexibilité, une très grande perméabilité. Ce sont des espaces de fitness ouverts à tous, par exemple. Ce sont des skateparks, là aussi, ouverts. Bon. Donc, à la fois des choix d'espace et de lieux qui répondent à ce souci d'offrir le sport à tous et en particulier aux jeunes. Ça passe également par des politiques de recrutement et de formation d'animateurs sportifs. Le cadre lui-même a été fixé par l'État, mais la volonté et le financement, la volonté politique et le financement sont assurés par généralement les collectivités. Ça se traduit par du recrutement d'animateurs, d'entraîneurs, etc., au service des politiques locales, des politiques sportives locales. Euh, ça se traduit également par de l'événementiel. Les politiques locales inventent euh, des calendriers qui ne sont pas calqués sur les calendriers sportifs traditionnels, avec des festivals, avec des temps qui sont souvent spécifiques, originaux, qui parfois d'ailleurs diffusent bien au-delà de la collectivité en question. Donc voilà, cette politique, elle est faite de tout cela, de financement, de recrutement, d'espace, d'événements. Euh, Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Les travaux l'ont bien montré, les travaux de sociologie du sport, d'économie du sport également. Les, il y a des conditions pour que l'animation locale de la jeunesse par le sport produise des effets sur le sentiment de citoyenneté et ou sur l'insertion professionnelle. Ça peut marcher, et d'ailleurs des fédérations font le pari de cela. Je pense à tout le travail remarquable qui est fait par la Fédération française d'athlétisme pour accompagner à travers ce type d'animation en lien avec les collectivités des jeunes, souvent
déscolarisés ou en difficulté scolaire en tout cas, vers la réinsertion scolaire et ou professionnelle. Donc il y a des choses extrêmement intéressantes qui sont faites. Et en même temps, on connaît des espaces sportifs qui sont des lieux de radicalisation, des lieux de résistance, des lieux de trafic de drogue. Euh, donc les choses ne sont pas mécaniques et ne sont pas naturelles. Il y a des conditions qui passent pas simplement, mais beaucoup par les hommes et les femmes qui assurent ce rôle d'animateur, de passeur de culture, de passeur de valeurs. Le sport lui-même, c'est un ensemble de techniques, d'institutions, de codes. En tant que tel, le sport n'a pas de valeur. Le sport est un véhicule de valeur. Et comme c'est un véhicule, il faut le savoir piloter. Et ces pilotes de proximité, que sont les entraîneurs, les dirigeants sportifs, les coachs, les animateurs, etc., ont un rôle irremplaçable. Sont-ils formés à la hauteur des ambitions qu'on leur donne, ici et là, dans les textes, le législateur le veut. La réalité, comme toujours, est un peu différente. Donc oui, il y a une véritable politique d'intégration sociale mise en place par les collectivités territoriales, euh, de plus en plus prégnante, de plus en plus importante depuis maintenant une trentaine, une quarantaine d'années, avec des effets qui sont parfois positifs, mais qui ne sont pas mécaniquement et systématiquement positifs. Malheureusement, ce n'est pas une raison pour abandonner. La relation entre le monde du sport et le monde de l'école est une relation historiquement complexe, parce que malgré les efforts de Coubertin il y a 130 ans, l'école a eu du mal à accepter cette idée qu'une pratique un peu désuète comme l'est le sport pouvait intégrer l'ensemble des programmes nobles du système scolaire. On a une première amorce dans l'entre-deux-guerres avec une accélération sous Vichy à la Libération, une véritable intégration dans les années 60, ça fait partie des éléments évoqués plus tôt sur la politique d'Herzog pour renforcer la place du sport généralement dans la société. Mais ces relations sont complexes entre une pratique culturelle qui est traversée elle-même par des enjeux politiques et culturels et une pratique scolaire qui veut se mettre un peu à l'abri des dérives possibles de la société, d'où certains éléments de friction. Néanmoins, il y a dans cette relation des incontournables depuis maintenant près d'un siècle. D'abord dans les programmes, tout simplement. L'éducation physique est sportive, elle s'appuie sur la pratique culturelle. Ensuite, sur tout un tas de dispositifs qui soit renforcent l'éducation physique, soit la complètent, qu'il s'agisse de ce qu'on a appelé pendant un temps les sections sport-études, qui aujourd'hui ne s'appellent plus comme ça, mais qui sont des sections sportives d'excellence ou des sections sportives scolaires. Ce sont les nouvelles formules qui permettent d'aller plus loin dans la prise en compte du sport dans l'école. Ce sont aussi des interrelations qui passent par des conventions au niveau national. Il y a plus d'une vingtaine de conventions entre le ministère de l'Éducation nationale et des fédérations sportives, déclinées dans les régions ou au niveau des collectivités, qui se traduisent par du prêt de matériel, par des interventions, des intervenants, par l'accueil de classes dans des structures associatives. Euh, Tout cela est formalisé. Ça se traduit aussi et surtout par une sorte d'interface qui est à la fois le prolongement de l'éducation physique et l'antichambre du sport fédéral. J'entends par là le sport scolaire, qui est organisé autour de trois grandes fédérations, l'USEP dans le premier degré, l'UNSS dans le second,
Et puis il y a euh, une troisième instance pour l'enseignement privé. Mais le modèle est intéressant parce que même si ce sont pour l'essentiel des enseignants d'éducation physique, pour le second degré en tout cas, qui sont à la manœuvre dans le sport scolaire, ça fait partie des obligations statutaires, de leurs obligations statutaires, l'enjeu est d'offrir une pratique sportive à bas coût, polyvalente, traversée par des enjeux éducatifs et pas politiques et économiques, mais qui permettent en même temps d'acculturer le plus de monde possible pour éventuellement aller vers le milieu sportif. Avec les Jeux Olympiques de 2024, tout cela a bénéficié d'un effort substantiel de l'État pour aller encore plus loin, avec plus ou moins de réussite, mais avec cette idée que euh, tout ce qui se fait, c'est bien, mais il faut mieux le formaliser, il faut le renforcer, et il faut que ce qui se fait en termes de pratique devienne quelque chose de plus pérenne dans les structures, dans les institutions. Et pour ça, il faut conventionner. C'est par exemple, je m'arrêterai à ce seul cas de figure, ce qui a présidé à la mise en place du label Génération 2024, qui était pensé en 2017 comme un levier d'héritage des Jeux Olympiques de Paris 2024, à savoir que seraient labellisées des écoles, des collèges, des lycées, des universités qui se mobiliseraient autour de projets en lien avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Et dans le cahier des charges, il devait y avoir une relation forte, si possible conventionnée, entre la structure scolaire et un club du territoire. On voit bien à travers cet exemple que l'État cherche à renforcer et surtout à pérenniser des relations qui parfois ne le sont pas et qui sont soumises malheureusement un peu à la bonne volonté des acteurs. Si un enseignant, si une équipe pédagogique, si un chef d'établissement euh, travaille en bonne intelligence avec un dirigeant de club, un entraîneur, ça se passe bien. Mais on est un peu à la merci d'une mobilité, d'un changement, d'un micro-événement. Pour aller plus loin, il faut travailler dans un schéma qui est davantage formalisé, conventionné. Donc oui, il y a des relations fortes, historiques, qui sont construites, qui bénéficient d'événements comme ceux des Jeux Olympiques, et qui, ici et là, s'articulent, et c'est le cas depuis maintenant 30 ans, de façon un peu systématique, avec les collectivités locales, qui ont leur mot à dire dans le financement ou le cofinancement des contributions des clubs. On le voit bien dans, par exemple, les 30 minutes d'activité physique quotidienne, qui est aussi un autre dispositif pour le premier degré, où des intervenants de clubs peuvent bénéficier de financement et de cofinancement assurés en partie par les collectivités. Puis ça va très très loin dans certaines grandes villes. On pense à Paris. Paris, les écoles primaires, c'est totalement inédit. Depuis maintenant 140 ans, l'éducation physique dans les écoles primaires est assurée non pas par les enseignants, mais par des professeurs de la ville de Paris qui ont leur propre concours et qui bénéficient d'une garantie d'une formation et d'une reconnaissance de formation qui est très significative. Euh, donc, ce sont des financements de la ville de Paris qui permet d'assurer ou de garantir aux élèves euh, le développement des compétences sportives reconnues par l'école en lien étroit avec les équipes enseignantes. Ouais, donc on a des cas extrêmement intéressants d'articulation entre collectivités, mouvements sportifs et système scolaire. Le handisport a une histoire qui est restée un peu parallèle à celle du sport, dans ses institutions, dans le développement de ses pratiques, avec une accélération institutionnelle assez déterminante, mais récente, qui date en gros du tournant du 21e siècle, début du 21e siècle. Euh, et ça s'est traduit par une prise de conscience de plus en plus importante au sein des collectivités sur la place des personnes en situation de handicap, sur les obstacles
à leur vie quotidienne et en matière de sport, à des obstacles spécifiques dans l'accès aux installations sportives, l'offre institutionnelle et de pratiques destinées aux personnes en situation de handicap. Et cette prise de conscience, elle s'est accompagnée en même temps de transformations juridiques, législatives, permettant de renforcer la visibilité, l'accessibilité et l'acceptabilité dans la société des personnes en situation de handicap. Le, le monde du sport est encore un peu à la traîne parce que il n'a pas été pensé au départ pour les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap ont leur propre histoire pendant longtemps. Euh, les Jeux paralympiques, c'est pas l'histoire des Jeux olympiques. C'est une histoire qui commence 60 ans plus tard. Et aujourd'hui encore, ce sont deux événements articulés, mais qui sont distincts. On a d'un côté le CIO et on a de l'autre côté le comité paralympique, international paralympique. Donc, ce sont des structures différentes. Mais il y a véritablement, oui, depuis une vingtaine d'années, un travail destiné à renforcer l'accessibilité, la visibilité et l'acceptabilité dans la société des personnes en situation de handicap. Le mouvement sportif lui-même est partagé. On trouve pour certains types de handicap et pas pour toutes les fédérations, mais euh, l'intégration des personnes en situation de handicap dans les structures habituelles. Et à côté, pour des choix qui sont soit institutionnels, soit qui relèvent de la personne propre, qui ne veut pas aller avec les personnes euh, qui ne qui n'ont pas de handicap, donc, et qui préfèrent aller dans des structures spécifiques, parce que ça suppose un équipement, ça suppose d'autres conditions. Et ça veut dire que c'est extrêmement difficile, par exemple, de quantifier le nombre de pratiquants chez les personnes en situation de handicap. Parce que une grande partie sont dans le modèle ordinaire et une partie se retrouve dans des structures spécialisées avec une mobilité parfois entre les deux. Ça dépend de la personne, ça dépend du type de handicap. La visibilité de cette question a été portée par les Jeux de Londres, hein, les Jeux Olympiques de Londres, dont les organisateurs avaient fait du handicap, de la question du handicap, un axe central dans leur communication, mais aussi dans les actions. Et ça s'est traduit par des images qu'on n'avait jamais vues dans la sphère média dédiée au sport, et avec là, pour le coup, une révolution culturelle. Une révolution culturelle mettant le handisport, certes provisoirement, sur le devant de la scène, mais on voit bien que ça a transformé le regard de tous les organisateurs des grands événements par la suite. Et Paris 2024 est un bon exemple aujourd'hui, avec tous les efforts faits pour rendre davantage visible le handisport. Mais on voit que c'est compliqué. La billetterie, pour ne prendre que cet exemple, la billetterie pour les Jeux olympiques de Paris 2024 a bénéficié d'un élan mondial extraordinaire. Ils auraient pu vendre 8 fois plus de billets, alors que la billetterie pour les Jeux paralympiques, qui ont lieu 3 semaines plus tard, est encore en difficulté sur certains événements. Ouais, donc, c'est pas du tout la même situation malgré tous les efforts réalisés. Votre question renvoie à deux dimensions, celle de l'histoire du sport et celle de l'histoire des politiques locales dans les territoires ultramarins. L'histoire du sport dans les territoires ultramarins est une histoire particulière. Elle est maintenant bien documentée, avec quelques exceptions près. On connaît un peu moins l'histoire du sport en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mais globalement, elle commence à être vraiment bien documentée. On a tout un tas de thèses hein, sur l'histoire du sport à La Réunion, aux Antilles, dans l'espace Pacifique, etc., etc. Euh, on sait que le développement a été différent, mais que dans les périodes les plus récentes, notamment en raison des mobilités fortes entre la métropole et les territoires ultramarins, globalement, les dynamiques contemporaines sont quasiment les mêmes, je dis quasiment, sur l'histoire du sport, avec quelques spécificités.
Par contre, du point de vue des politiques publiques locales dans ces territoires, il faut distinguer globalement les départements d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer. Parce que sur le plan politique, ce serait très différent. Les départements d'outre-mer, comme la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, fonctionnent sur le même modèle que ce qu'on connaît en métropole, avec des moyens qui sont sans doute parfois adaptés, différents, avec des difficultés propres, mais chaque département, chaque région a ses spécificités. Là-dessus, c'est guère original. En revanche, dans les COM, les collectivités d'outre-mer, que sont la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, la Polynésie française, il y a une autonomie législative, il y a des lois organiques qui donnent à ces territoires euh, la compétence à définir leur politique culturelle, scolaire, sportive, avec, selon les cas, plus ou moins de difficultés à être éligible de ce fait à certains financements d'État ou à être représenté dans le mouvement sportif national. Euh, Prenons un exemple, il existe dans certains sports une fédération polynésienne qui ne dépend pas de la fédération française de référence. Vous voyez. Ou un autre exemple, la Polynésie peut participer aux premières phases de la Coupe du Monde de football. Il y a une équipe de foot de Polynésie qui fait les premiers tours. Euh, alors, elle n'a jamais rencontré l'équipe de France parce qu'elle n'a jamais passé suffisamment de tours. Mais voilà, il y a une autonomie qui ne touche pas toutes les disciplines, mais qui existe dans le mouvement sportif de ces collectivités d'outre-mer, comme évidemment dans les politiques portées par les décideurs locaux. Mais enfin, beaucoup de points communs. L'ambition d'utiliser le sport à des fins éducatives pour lutter contre la délinquance de la jeunesse, c'est par exemple quelque chose qui est assez transversal à tel point que, pour reprendre encore une fois l'exemple polynésien, euh, l'intitulé même de l'ancien ministère de la jeunesse et de la lutte contre la délinquance et montre cette articulation. Le terme a changé aujourd'hui, mais on voit bien qu'on était sur cette idée que le sport doit servir d'abord à remettre les jeunes dans le bien-être qui permet à la société de se développer de façon intelligente, cohérente et sociable.